ferme les yeux un instant, juste un instant. Pense à quelque chose que tu désires profondément, quelque chose que tu portes depuis longtemps, peu, et depuis des années, un projet, une relation, une façon d'être, une vie que tu imagines parfois le soir avant de t'endormir, tu vois ce que je veux dire? Ce désir-là, celui qui revient toujours, même quand tu essaies de l'oublier. Maintenant, pose-toi cette question, est-ce que tu crois vraiment que cela peut arriver? Pas en théorie, pas comme réponse polie à quelqu'un qui te pose la question, mais dans ce lieu intérieur où l'on ne ment jamais vraiment à soi-même. Est-ce que tu y crois? Je te pose cette question parce qu'elle est au cœur de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que derrière la phrase «tout ce que tu désires finira par arriver», il n'y a pas une promesse magique, il n'y a pas une formule de développement personnel facile. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus humain. Il y a une invitation à regarder en face ce que tes désirs révèlent de toi, de qui tu es vraiment, de ce que tu crois mériter, de la façon dont tu te positionnes face à la vie. Et c'est ce voyage que je te propose de faire aujourd'hui, ensemble, tranquillement, sans précipitation. Je suis psychiatre et je travaille avec des êtres humains depuis plus de 30 ans. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Des gens qui souffrent, des gens qui cherchent, des gens qui doutent. Et dans toutes ces années, une chose m'a frappé avec une constance remarquable. Les désirs des gens en disent infiniment plus sur eux que ce qu'ils pensent eux-mêmes. Le désir n'est pas un accessoire de la vie. Ce n'est pas un luxe que l'on se permet quand tout va bien. Le désir est une boussole. C'est lui qui indique la direction de ce que nous sommes profondément, de ce dont nous avons besoin pour nous épanouir. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous prenions le temps d'explorer cette idée ensemble. Pourquoi nos désirs finissent-ils parfois par se réaliser? Pourquoi restent-ils parfois figés, immobiles, comme des oiseaux qui n'osent pas s'envoler? Et surtout, surtout, qu'est-ce que tout cela révèle de nous? Installe-toi confortablement. Laisse ton corps se détendre. Ce que nous allons explorer ensemble mérite toute ton attention et toute ta bienveillance envers toi-même. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que l'on oublie souvent dans les discours sur la réussite et l'accomplissement personnel. Le désir n'est pas une erreur. Je sais que cela peut paraître évident, mais réfléchis-y un moment. Combien de fois t'a-t-on dit, directement ou indirectement, que désirer trop, c'est dangereux? Que les grands désirs mènent à la déception, que mieux vaut ne pas s'emballer, ne pas espérer trop fort pour ne pas souffrir trop fort? Ces messages, nous les avons reçus de 1000 façons différentes. De parents bien intentionnés qui voulaient nous protéger, d'une culture qui confond parfois la prudence avec la sagesse, d'expériences douloureuses où le désir a effectivement mené à la souffrance. Et pourtant, et pourtant, le désir est vital, littéralement vital. Les études en psychologie et en neurosciences sont formelles sur ce point. Les êtres humains qui n'ont plus de désir, qui ont perdu la capacité de vouloir quelque chose, traversent une forme de mort intérieure. On appelle cela l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir, à projeter quelque chose de bon dans l'avenir. C'est l'un des symptômes les plus douloureux de la dépression profonde. Non pas la tristesse, on peut la traverser, elle a un sens, mais ce vide, cette absence de désir, ce sentiment que rien ne mérite d'être voulu, le désir, lui, c'est de la vie, c'est l'élan vers quelque chose, c'est la preuve que quelque part en toi, il y a une croyance, même fragile, que les choses peuvent être différentes, que quelque chose de bien t'attend encore. Alors la première chose que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est ceci. Honore tes désirs, même les plus fous, même les plus improbables, même ceux que tu n'oses pas dire à voix haute parce que tu as peur qu'on te juge ou qu'on te déçoive. Ces désirs-là, ces désirs un peu honteux ou un peu grandioses, ce sont souvent les plus vrais. Je me souviens d'un patient, appelons-le Marc, que j'ai rencontré il y a plusieurs années. Marc était comptable, il avait la cinquantaine, une vie stable, une famille aimante, et il souffrait. Il souffrait d'une dépression silencieuse, de cette tristesse sourde qui s'installe quand on a fait tout ce qu'on était censé faire et qu'on se retrouve quand même à se demander
Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Un jour, après plusieurs séances, il m'a confié quelque chose en rougissant légèrement. Il m'a dit: j'aurais voulu être musicien. Depuis que j'ai 12 ans, je rêve de jouer de la guitare sur scène. Et il s'est arrêté, comme si c'était une confession embarrassante, comme si désirer cela, à son âge, avec sa vie, c'était une absurdité. Et moi, je lui ai demandé: et qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Il y a eu un silence, un long silence. Et puis il a dit: je pensais que c'était pas raisonnable. Pas raisonnable. Voilà le mot qui tue les désirs à petit feu. Le raisonnable, la prudence, le réalisme. Toutes ces vertus qui, portées à l'extrême, nous amputent d'une partie de nous-mêmes. Je voudrais maintenant t'introduire à une idée qui va peut-être te surprendre. Une idée que j'ai observée au fil des années, dans les cabinets, dans les livres, dans ma propre vie. Les désirs que nous portons le plus longtemps finissent, d'une façon ou d'une autre, par nous transformer. Attention, je ne dis pas qu'ils se réalisent toujours exactement comme on les a imaginés. La vie est trop complexe, trop imprévisible pour cela. Mais quelque chose se passe, quelque chose de subtil, de profond, quand on désire quelque chose avec constance, avec authenticité, sans le forcer mais sans le trahir non plus, on commence à se comporter différemment. On remarque des opportunités qu'on n'aurait pas vues avant. On prend des décisions, même imperceptibles, qui nous rapprochent de ce que l'on veut. On envoie au monde, à nos proches, à notre entourage, des signaux qui changent la façon dont les choses se présentent à nous. Les psychologues appellent cela de plusieurs façons. Certains parlent de la confirmation comportementale, d'autres parlent d'amorçage. D'autres encore s'intéressent à la façon dont nos attentes façonnent notre perception de la réalité. Mais au-delà des mots techniques, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est quelque chose de plus simple et de plus beau que n'importe quelle formule. C'est que les gens qui réalisent leurs désirs ne sont pas ceux qui désirent le plus fort, ce sont ceux qui restent les plus fidèles à leurs désirs dans la durée. Il y a une différence cruciale entre l'intensité du désir et sa profondeur. Un désir intense mais superficiel, c'est un feu de paille. Il brûle fort, il consomme de l'énergie, il crée de l'agitation, et puis il s'éteint dès que la première difficulté arrive. Un désir profond mais silencieux, lui, c'est différent. C'est comme une rivière souterraine. On ne la voit pas toujours. Elle ne fait pas de bruit, mais elle avance. Elle trouve son chemin. Elle contourne les obstacles. Et un jour, elle jaillit à la surface. Marc, mon patient comptable, avait ce désir souterrain depuis 40 ans. 40 ans sans guitare sur scène. Mais à la fin de notre travail ensemble, il a commencé à prendre des cours, il a rejoint un groupe amateur, il a joué devant quelques dizaines de personnes dans une salle paroissiale, et quand il m'a parlé de ce soir-là, ses yeux brillaient d'une façon que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Ce n'était pas la célébrité, c'était pas la scène d'un grand festival, mais c'était son désir, enfin honoré, enfin accueilli. Revenons maintenant à la question que je t'ai posée au début. Est-ce que tu crois vraiment que ce que tu désires peut arriver? Cette question, en apparence simple, touche à quelque chose d'essentiel en psychologie. Elle touche à ce que les chercheurs appellent le sentiment d'auto-efficacité. C'est un concept développé par le psychologue Albert Bandura et c'est l'un des prédicteurs les plus fiables de la réussite humaine dans tous les domaines. Le sentiment d'auto-efficacité, c'est ta croyance en ta propre capacité à produire les actions nécessaires pour atteindre tes objectifs. Ce n'est pas la même chose que la confiance en soi en général. C'est quelque chose de plus précis, de plus spécifique. C'est la réponse intérieure à la question: est-ce que je peux faire ça, moi? Et ce que Bandura a montré de façon remarquable, c'est que cette croyance n'est pas innée. Elle ne vient pas de la génétique ou du hasard. Elle se construit, elle se développe. Et elle dépend en grande partie de nos expériences passées, des modèles que nous avons observés et de la façon dont les gens autour de nous nous ont parlé de nos capacités. Autrement dit, si tu ne crois pas que ton désir peut se réaliser, c'est souvent parce que quelque chose dans ton histoire t'a appris à ne pas y croire.
Et cette croyance, si douloureuse soit-elle, peut être réexaminée, elle peut être questionnée, elle peut doucement être transformée. Si ce contenu t'aide, si quelque chose de ce que je partage résonne en toi, prends un moment pour laisser un like et t'abonner. Cela m'aide à continuer à partager ces réflexions avec ceux qui en ont besoin. Et maintenant, continuons. Je voudrais te parler de quelque chose qui, dans ma pratique, est une source immense de souffrance, quelque chose de tellement commun que l'on pourrait presque le considérer comme normal. Et pourtant, c'est la confusion entre désirer et mériter. Beaucoup d'entre nous, au fond de nous-mêmes, avons une croyance implicite que nous ne formulons jamais clairement, mais qui guide pourtant une grande partie de nos comportements. Cette croyance, elle dit à peu près ceci: je n'ai le droit de désirer que ce que je mérite. Et comme je ne suis pas sûr de mériter grand-chose, je vais garder mes désirs petits, raisonnables, accessibles. Cette croyance a plusieurs visages. Parfois elle ressemble à de la modestie, parfois à de la sagesse, parfois même à de la vertu. Mais en réalité, elle est souvent le déguisement d'une blessure ancienne, d'une voix intérieure qui dit: tu n'es pas assez bien pour ça. Qui t'a dit que tu pouvais vouloir ça? Les gens comme toi ne font pas ça. J'ai rencontré cette voix des milliers de fois dans ma pratique, chez des femmes brillantes qui s'effaçaient systématiquement dans les réunions professionnelles, chez des hommes courageux qui n'osaient pas demander ce dont ils avaient besoin dans leurs relations, chez des artistes extraordinaires qui ne montraient leur travail à personne de peur d'être jugés. À chaque fois, derrière l'hésitation, il y avait cette conviction silencieuse: je ne mérite pas. La psychologie nous apprend que cette conviction vient rarement de nulle part. Elle se construit pendant l'enfance, dans les interactions avec les figures d'attachement. Quand un enfant reçoit le message, même non dit, que ses besoins sont trop grands, que ses désirs dérangent, qu'il faut faire petit pour être aimé, il intègre ce message, il l'incorpore, et il le porte comme une vérité absolue jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un l'invite à le questionner. Ce quelque chose ou quelqu'un, aujourd'hui, c'est peu être cette conversation. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le désir n'a rien à voir avec le mérite. Tu n'as pas à mériter tes désirs. Tu n'as pas à les gagner. Tu n'as pas à les justifier. Ils sont là. Ils font partie de toi. Et cette simple présence leur donne une légitimité. Tu as le droit de vouloir être aimé, tu as le droit de vouloir réussir, tu as le droit de vouloir être heureux, en bonne santé, créatif, libre. Ces désirs ne sont pas des signes d'arrogance ou d'égoïsme, ce sont des signes de vie, des signes que tu es humain. Il y a une autre confusion que je rencontre souvent, et celle-là elle peut être encore plus subtile, c'est la confusion entre désirer et contrôler. Nous vivons dans une époque qui valorise énormément le contrôle, la maîtrise, la performance, l'optimisation. Tout doit être planifié, mesuré, optimisé. Et cette logique, qui peut être utile dans certains domaines de la vie, devient toxique quand elle s'applique aux désirs profonds. Parce que les désirs profonds, eux, ne se contrôlent pas. Ils se vivent, ils se traversent, ils se respectent. Mais ils résistent à toute tentative de domination totale. Imagine une graine. Si tu la plantes dans une bonne terre, si tu l'arroses régulièrement, si tu lui donnes de la lumière, elle va pousser. Mais tu ne peux pas décider exactement du jour où elle va fleurir, de la façon précise dont elle va s'épanouir, de la direction que prendront ses branches. Il y a une part d'elle qui lui appartient, une part que tu ne contrôles pas. Les désirs fonctionnent un peu comme ça. Tu peux créer les conditions, tu peux te mettre en mouvement, tu peux faire ta part, mais il faut aussi accepter une certaine part d'incertitude, d'imprévisibilité, de mystère. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Soit ils lâchent complètement prise et attendent que les choses arrivent par magie, ce qui ne fonctionne généralement pas, soit ils tentent de tout contrôler, de tout forcer, et ils s'épuisent dans une lutte contre la réalité. La sagesse se trouve entre ces deux extrêmes. Elle ressemble à ce que les philosophes stoïciens appelaient déjà il y a 2000 ans: faire ce qui dépend de moi
avec toute mon énergie et toute ma conscience. Et accueillir ce qui ne dépend pas de moi avec sérénité et acceptation. C'est une posture difficile, je ne vais pas te dire le contraire, mais c'est la seule qui permette à la fois l'engagement total et la paix intérieure. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, de quelque chose que tu peux observer dans ta propre vie dès aujourd'hui. Il s'agit de la façon dont tu parles de tes désirs. Le langage que nous utilisons pour parler de ce que nous voulons est extraordinairement révélateur de notre rapport à nos désirs. Et il a, en retour, une influence considérable sur la probabilité que ces désirs se réalisent. Écoute ces deux phrases et sens la différence entre elles. Première phrase, j'aimerais bien un jour, être changé de travail, mais je ne sais pas si c'est vraiment réaliste. Deuxième phrase, je veux changer de travail. Je ne sais pas encore comment ni quand, mais c'est quelque chose d'important pour moi. Tu sens la différence? Dans la première phrase, le désir est enfermé dans une cage de conditionnel, de peut, être, de je ne sais pas. Il est presque excusé de lui-même. Il demande pardon d'exister. Dans la deuxième phrase, il est affirmé, il est présent. Et pourtant, il n'est pas arrogant, il n'est pas naïf, il reconnaît l'incertitude sur le comment et le quand, mais il ne met pas en doute le désir lui-même. Cette différence de langage n'est pas anodine. Les recherches en psychologie cognitive montrent que la façon dont nous formulons nos intentions influence de façon significative notre comportement ultérieur. Un désir clairement affirmé active différemment le cerveau qu'un désir vaguement envisagé. Il crée une sorte d'engagement intérieur. Il met en marche des processus attentionnels qui font qu'on commence à remarquer dans l'environnement les éléments qui peuvent nous rapprocher de ce que l'on veut. Alors je t'invite à faire un exercice, pas maintenant, continue simplement à écouter, mais après prends un moment, prends un cahier ou une feuille de papier et écris tes désirs. Pas les objectifs SMART, pas les plans d'action, pas les étapes, juste tes désirs, clairement, sans les justifier, sans les conditionner, sans les minimiser. Écris-les comme si tu avais le droit d'en avoir, parce que tu en as le droit. Si ce que nous partageons ensemble te parle, pense à t'abonner pour ne manquer aucune de ces conversations. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période de doute par rapport à ses désirs et à sa direction de vie, partage avec lui cette écoute. C'est parfois une simple conversation qui change tout. Je voudrais aborder maintenant une question que l'on me pose souvent, une question en apparence simple, mais qui cache beaucoup de profondeur. La question est celle-ci, est-ce que tous les désirs méritent d'être réalisés? Et ma réponse, construite au fil des années, est nuancée. Elle est à la fois oui et non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, tous les désirs méritent d'être accueillis, respectés, entendus, même les désirs contradictoires, même les désirs qui nous font peur, même les désirs qui semblent aller à l'encontre de ce que nous pensons devoir être ou vouloir. Le désir est une information précieuse sur ce que nous sommes. Et toute information mérite d'être écoutée, mais non, tous les désirs ne méritent pas nécessairement d'être poursuivis tels quels, sans discernement. Et la raison est simple, tous nos désirs n'ont pas la même profondeur. Il y a ce que j'appellerais les désirs de surface et les désirs de fond. Les désirs de surface sont souvent réactifs. Ils émergent en réponse à quelque chose, une frustration, une peur, une comparaison avec autrui. Je veux cette voiture parce que mon voisin en a une. Je veux cette relation parce que je me sens seul ce soir. Je veux ce poste parce que je veux prouver quelque chose à quelqu'un. Ces désirs ne sont pas mauvais en soi. Mais si on les suit aveuglement, ils nous mènent souvent vers des réalisations qui ne nous comblent pas. Les désirs de fond, eux, sont différents. Ils sont là depuis longtemps. Ils reviennent, même quand on essaie de les ignorer. Ils sont liés à quelque chose d'essentiel dans notre façon d'être au monde, notre besoin de créer, de connecter, de contribuer, de grandir, de nous exprimer. Ces désirs-là, quand on les suit, même si le chemin est difficile, même si on n'arrive pas exactement là où on imaginait, on a le sentiment d'avoir été fidèle à quelque chose de vrai en soi. La question que je t'invite à poser à tes désirs n'est pas est-ce que je peux avoir ça? La question est est-ce que ce désir vient du meilleur de moi?
est-ce qu'il est en accord avec ce que je veux vraiment être? Est-ce qu'il me rapproche de moi-même ou est-ce qu'il m'en éloigne? Ces questions-là sont des boussoles. Elles ne donnent pas de réponse immédiate et définitive, mais elles orientent et c'est ce dont nous avons besoin la plupart du temps, non pas des certitudes, mais des orientations. Je voudrais te parler de la patience. Pas de la patience passive, pas de cette attente résignée qui ressemble à de la capitulation. Je veux te parler d'une autre forme de patience, une patience active, vivante, fertile. La patience que je décris, c'est celle d'un agriculteur. L'agriculteur qui a planté ses graines ne s'assoit pas à côté du champ en attendant que les épis poussent. Il travaille, il arrache les mauvaises herbes, il surveille le temps, il ajuste l'irrigation, mais il ne tire pas non plus sur les tiges pour faire pousser les plantes plus vite parce qu'il sait que cela les tuerait. Il fait sa part. Et il fait confiance au processus. C'est une forme de sagesse que notre époque a un peu perdue. Nous vivons dans un monde d'immédiateté. Tout doit arriver vite, tout doit être visible, tout doit être mesurable immédiatement. Et quand les résultats ne viennent pas dans les délais que nous avions imaginés, nous concluons trop rapidement que ça ne marche pas, que notre désir était une illusion, qu'il faut abandonner, mais certaines choses précieuses prennent du temps. Certaines transformations se font souterrainement, invisiblement, avant d'éclater à la surface de façon qui semble soudaine, mais qui, en réalité, a été préparée pendant des mois ou des années. Je pense à cette image que j'aime beaucoup, le bambou géant. Pendant les 4 premières années, après la plantation, le bambou géant ne pousse presque pas, à peine quelques centimètres. Quelqu'un qui ne saurait pas ce qu'il observe pourrait penser que la graine est morte, que rien ne se passe. Et puis à la 5e année, le bambou pousse de 4-20 centimètres par jour. En quelques semaines, il atteint 20 mètres de hauteur. Mais en réalité, pendant ces 4 premières années, le bambou ne perdait pas son temps. Il développait son système racinaire. Il construisait ses fondations en profondeur. C'est ce système racinaire qui lui permet ensuite de croître aussi vite, aussi fort. Nos désirs profonds fonctionnent parfois comme le bambou. Il faut leur donner du temps. Il faut leur faire confiance pendant les périodes où rien ne semble se passer. Il faut continuer à arroser même quand on ne voit pas de croissance visible. Parce que les racines se développent dans l'obscurité. Arrêtons-nous sur quelque chose que je trouve particulièrement intéressant et que l'on n'explore pas assez souvent dans les conversations sur les désirs. C'est la question de l'obstacle. Nous avons tendance à voir les obstacles comme des ennemis de nos désirs, comme des éléments hostiles qui cherchent à nous empêcher d'avancer. Et cette façon de voir les choses nous met dans une posture de combat permanent qui est épuisante et souvent contre-productive. Et si les obstacles n'étaient pas des ennemis de nos désirs, mais des parties intégrantes du chemin? Je ne dis pas ça de façon naïve ou pour minimiser la réalité des difficultés. Les obstacles sont réels, certains sont injustes, certains sont douloureux, je veux pas tomber dans le piège du discours positif qui dit que tout est une opportunité déguisée parce que parfois une difficulté est simplement une difficulté et la reconnaître honnêtement est plus sain que de la romantiser. Mais je dis quelque chose de différent. Je dis que la façon dont nous répondons aux obstacles en dit long sur la profondeur de notre désir. Et que cette réponse, à son tour, façonne qui nous devenons. Quelqu'un qui abandonne son désir à la première résistance avait peu être un désir de surface. Ce n'est pas une condamnation, c'est simplement une information. Quelqu'un qui trouve, face à chaque obstacle, une façon de contourner, d'adapter, de continuer différemment, développe quelque chose de précieux, une résilience, une créativité, une connaissance de lui-même qu'il n'aurait pas pu acquérir autrement. Les obstacles nous apprennent qui nous sommes vraiment, ils nous montrent ce qui compte vraiment pour nous, ils nous forcent à nous dépasser, à trouver des ressources que nous ne savions pas avoir. Ils sont inconfortables, mais ils sont formateurs. Et souvent, les chemins que les obstacles nous forcent à emprunter nous mènent à des endroits plus riches, plus
plus vrai, plus nôtre que les chemins que nous avions initialement prévus. Si ce contenu t'apporte quelque chose, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de m'aider à continuer à partager ces réflexions avec ceux qui en ont besoin. Et maintenant, allons plus loin. Je voudrais te parler d'une notion que j'ai découverte il y a de nombreuses années dans les travaux du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Une notion qui a changé ma façon de comprendre la relation entre le désir et la réalisation. Il s'agit du concept de flux que Csikszentmihalyi appelle flow en anglais. Le flux est cet état particulier que nous connaissons tous, même si nous ne lui donnons pas toujours un nom. C'est ce moment où nous sommes tellement absorbés dans ce que nous faisons que nous perdons la notion du temps, où l'action et la conscience ne font plus qu'un, où nous fonctionnons à notre meilleur niveau, presque sans effort apparent. Certains musiciens le connaissent en jouant, certains sportifs en compétition, certains écrivains en pleine rédaction, certains chirurgiens pendant une opération complexe. Csikszentmihalyi a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert est remarquable. Les moments de flux, les moments où nous nous sentons le plus vivants et le plus efficaces, surviennent presque toujours quand nous sommes engagés dans quelque chose qui correspond à nos désirs profonds. Le flux ne survient pas quand on fait quelque chose par obligation. Il ne survient pas quand on fait quelque chose pour impressionner les autres. Il survient quand on fait quelque chose qui nous importe vraiment, qui correspond à ce que nous sommes, qui mobilise nos meilleures capacités face à un défi réel. Autrement dit, suivre ses désirs profonds. Ce n'est pas une question de luxe ou d'indulgence envers soi-même. C'est la condition pour accéder à nos meilleures performances, à notre plus grande efficacité, à notre plus profonde satisfaction. Et c'est pas égoïste, c'est sage. Et cela change la question. La question n'est plus est-ce que j'ai le droit de désirer ça? La question devient, est-ce que je suis prêt à construire une vie dans laquelle j'ai accès à des états de flux, à des moments où je me sens vraiment vivant et aligné avec moi-même? Voici une chose que je n'aborde pas toujours d'emblée, mais qui me semble cruciale. C'est la question de l'entourage. Nous ne pouvons pas réaliser nos désirs dans l'isolement. Les êtres humains sont des animaux profondément sociaux. Et nos désirs, même les plus intimes, même les plus personnels, se développent ou s'éteignent en grande partie en fonction des gens qui nous entourent. Les psychologues ont montré de façon répétée que nous sommes extraordinairement perméables aux attentes et aux croyances de ceux qui nous sont proches. C'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie sociale. Nous avons évolué comme des êtres de groupe et notre cerveau est câblé pour être extrêmement sensible aux signaux sociaux. Cela signifie que si tu veux honorer tes désirs, une des questions les plus importantes que tu puisses te poser est est-ce que les gens qui m'entourent croient en moi? Est-ce qu'ils croient en la valeur de ce que je veux ou est-ce qu'ils m'envoient des signaux subtils, parfois bien intentionnés, qui m'invitent à rester petit, à rester dans ce qu'ils connaissent de moi, à ne pas trop m'aventurer? Je ne te dis pas d'abandonner tes proches si leurs croyances sont limitantes. Les relations humaines sont trop précieuses et trop complexes pour des décisions aussi tranchées. Mais je te dis d'être conscient de ces influences et de chercher activement dans ta vie des personnes qui ont accompli des choses que tu rêves d'accomplir. Des personnes dont l'existence même te prouve que c'est possible. Des personnes dans l'énergie desquelles tu te sens grandi plutôt que diminué. Ces rencontres-là sont précieuses. Parfois, elles arrivent par hasard, mais souvent, elles arrivent parce qu'on se met dans des endroits où ces personnes se trouvent, parce que on ouvre des portes, parce qu'on ose se montrer dans sa vérité plutôt que de se cacher derrière une façade de normalité rassurante. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et dont on attribue la paternité à plusieurs auteurs différents. Elle dit: Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Cette phrase peut être un peu caricaturale dans sa précision chiffrée, mais elle contient une vérité importante.
Notre entourage nous influence profondément dans notre façon de penser, dans nos attentes, dans notre vision de ce qui est possible. Choisir consciemment qui on fréquente, c'est choisir consciemment qui on devient. Je veux maintenant toucher quelque chose qui est au cœur de beaucoup de souffrances que j'ai rencontrées dans ma pratique, quelque chose que l'on pourrait appeler le paradoxe de la réalisation. Voilà le paradoxe. Parfois, quand un désir se réalise, nous ne sommes pas aussi heureux que nous le pensions. Et cela crée une confusion profonde, parfois une culpabilité. On se dit, bah, j'ai obtenu ce que je voulais, pourquoi est-ce que je ne suis pas pleinement heureux, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce phénomène a un nom en psychologie, on l'appelle l'adaptation hédonique. C'est notre tendance, en tant qu'êtres humains, à nous adapter rapidement aux nouvelles circonstances, même très positives. La promotion tant désirée devient rapidement la nouvelle normalité. La maison de rêve perd de son aura d'exception après quelques mois. La relation attendue fait face aux défis du quotidien. Cela ne signifie pas que nos désirs sont vains ou que la réalisation ne vaut rien. Cela signifie que nous sommes des êtres d'adaptation et que le bonheur ne peut pas résider uniquement dans l'atteinte d'un état final. Il doit aussi et surtout résider dans le chemin. C'est une idée que les traditions de sagesse du monde entier, de l'Antiquité grecque au bouddhisme en passant par la psychologie positive contemporaine, ont défendue de façon convergente. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager, et cela change la façon dont on peut se rapporter à ses désirs, pas seulement comme à des objectifs à atteindre, mais comme à des directions qui donnent du sens au chemin. Pas seulement comme à des résultats à obtenir, mais comme à des processus à habiter pleinement. Quand Marc a finalement joué de la guitare sur cette petite scène de salle paroissiale, le bonheur qu'il a ressenti venait autant des mois de pratique, des cours avec son professeur, des fous rires avec ses camarades de groupe, que du soir de la performance elle-même. C'est tout ce chemin qui l'avait changé. C'est tout ce chemin qui avait été la réalisation du désir, pas seulement le soir du concert. Si ce contenu résonne pour toi, n'hésite pas à partager cette écoute avec quelqu'un de ton entourage. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas manquer la suite de nos conversations. J'aimerais maintenant te parler d'une pratique concrète, quelque chose que je partage souvent avec mes patients et qui peut sembler simple, mais qui est, je le pense sincèrement, profondément efficace. C'est la pratique de la lettre à soi-même. Voici comment elle fonctionne. Tu prends un moment de calme, pas forcément long, 20 minutes suffisent, et tu écris une lettre à toi-même depuis le futur. Tu t'imagines dans 5 ans ou dans 10 ans, tu as réalisé l'un de tes désirs les plus importants. Et depuis ce futur accompli, tu t'écris à toi-même aujourd'hui, tu décris comment tu te sens, tu décris ce que tu as traversé pour y arriver, tu décris ce que tu as appris, tu parles des moments où tu as douté, où tu as failli abandonner et de ce qui t'a aidé à continuer. Et tu offres à toi-même d'aujourd'hui les mots dont tu as besoin. Cet exercice fait plusieurs choses simultanément. Il ancre le désir dans une réalité concrète et sensorielle. Il mobilise l'imagination de façon constructive. Il crée un pont émotionnel entre où tu es et où tu veux aller. Et il active quelque chose de très particulier dans le cerveau, notre capacité à nous voir depuis l'extérieur, à prendre de la perspective sur notre propre vie. Certains de mes patients me disent que relire cette lettre dans les moments difficiles les aide à se reconnecter à leurs désirs quand ils s'est un peu perdus dans le brouillard du quotidien. C'est comme allumer une lampe dans l'obscurité. Voici une dernière chose que je veux explorer avant de conclure. Une chose que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle peut être la plus importante. C'est la question de la relation entre le désir et l'identité. Nous croyons souvent que nous désirons des choses, mais en réalité, ce que nous désirons le plus profondément, c'est souvent être quelqu'un. Être quelqu'un qui vit en accord avec ses valeurs, être quelqu'un qui crée, qui contribue, qui aime, qui croit, être quelqu'un que nous nous respectons
Et quand nos désirs sont ancrés dans cette identité profonde, pas dans ce que les autres attendent, pas dans ce que la société valorise, pas dans ce qui nous ferait bien paraître, mais dans qui nous voulons vraiment être au fond de nous, alors quelque chose de différent se passe. Ces désirs-là ont une qualité particulière. Ils ne dépendent pas entièrement des circonstances extérieures. Ils peuvent se réaliser de 1000 façons différentes, dans 1000 contextes différents. Ils ne sont pas fragiles comme le sont les désirs de surface. Ils sont profondément, intimement les nôtres. Et il y a quelque chose d'encore plus remarquable. Quand nous commençons à agir en accord avec l'identité que nous désirons, même avant que les résultats extérieurs soient visibles, quelque chose change en nous. Nous commençons à nous sentir différents, plus alignés, plus cohérents, moins divisés entre ce que nous montrons et ce que nous ressentons. Les psychologues appellent cela l'identité basée sur les valeurs, et les recherches montrent que c'est l'un des fondements les plus solides du bien, être psychologique durable. Je te donne un exemple concret. Quelqu'un qui désire écrire un livre peut remettre ce désir à des conditions extérieures, avoir du temps, avoir l'inspiration, avoir un contrat avec un éditeur, mais quelqu'un qui désire être quelqu'un qui écrit peut commencer à incarner cette identité aujourd'hui, en écrivant ne serait-ce que 10 minutes par jour. Et cette cohérence entre l'identité désirée et les actions quotidiennes crée un sentiment de réalisation qui ne dépend pas du résultat final. C'est une liberté extraordinaire, parce que l'identité que nous choisissons d'incarner, personne ne peut nous l'enlever. Elle est là, disponible, maintenant. Nous approchons de la fin de cette conversation, mais avant de conclure, laisse-moi récapituler les fils que nous avons tirés ensemble au cours de cette heure passée ensemble. Nous avons commencé par reconnaître que le désir est vital, qu'il n'est pas un luxe ou une faiblesse, mais une boussole qui indique la direction de ce que nous sommes profondément. Nous avons exploré la différence entre désirer et mériter et nous avons reconnu que nos désirs n'ont pas à être justifiés ou gagnés. Ils ont le droit d'exister. Nous avons parlé de la profondeur des désirs, les désirs de surface versus les désirs de fond, et de l'importance d'apprendre à les distinguer pour ne pas poursuivre des ombres. Nous avons découvert que les désirs que nous portons le plus longtemps, avec constance et fidélité, finissent par nous transformer, même si leur réalisation ne prend pas toujours la forme exacte que nous avions imaginée. Nous avons examiné le rôle de la patience active, de l'entourage et des obstacles dans le voyage vers la réalisation de nos désirs. Nous avons reconnu le paradoxe de l'adaptation hédonique et nous en avons tiré une leçon. Le bonheur réside autant dans le chemin que dans la destination. Et nous avons terminé avec cette idée que nos désirs les plus profonds sont souvent des désirs d'identité, le désir d'être quelqu'un que nous respectons, que nous aimons, quelqu'un d'aligné avec ce qui compte vraiment pour nous. Tout cela forme une image d'une vie vécue avec intention et avec ouverture, avec effort et avec confiance, avec désir et avec acceptation. Ce n'est pas une image parfaite, la vie ne l'est jamais, mais c'est une image vraie, et c'est, je crois, la seule direction qui mérite d'être poursuivie. J'aimerais terminer avec quelques mots que je tiens à te dire directement. Si tu écoutes ces mots en ce moment, c'est que quelque chose en toi cherche, quelque chose en toi est en mouvement. Peut être que tu traverses une période de questionnement, peut être que tu es au seuil d'un changement, peut être que tu essayes de retrouver un désir que tu avais perdu de vue. Quelle que soit ta situation, je veux que tu saches une chose. Le fait que tu cherches est déjà une réponse. Le fait que tu écoutes, que tu t'interroges, que tu prennes le temps de te demander ce que tu veux vraiment, c'est déjà du courage. C'est déjà de la sagesse. C'est déjà un premier pas vers quelque chose de plus vrai. La vie ne demande pas que nous soyons parfaits. Elle ne demande pas que nous ayons toutes les réponses avant de commencer. Elle demande seulement que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes sur ce qui compte et que nous ayons le courage de lui faire une petite place dans notre quotidien. Alors je t'invite à faire une chose ce soir
ou demain matin ou à ce moment de calme qui viendra dans ta journée, je t'invite à poser une main sur ta poitrine et à te demander, sans te presser, sans te juger, qu'est-ce que je désire vraiment, pas ce que je suis censé vouloir, pas ce que les autres attendent de moi, mais moi, au fond de moi, qu'est-ce que je veux? Écoute la réponse, même si elle te fait peur, même si elle te semble impossible, même si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de ta vie actuelle. Cette réponse est précieuse, elle t'appartient et elle est le point de départ de tout. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour le temps que tu m'as accordé, pour l'attention et l'ouverture que tu as apporté à cette conversation. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose de ce que nous avons exploré ensemble a résonné en toi, je t'invite à t'abonner et à partager cette écoute avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une conversation au bon moment peut changer la trajectoire d'une vie, et je serais heureux que celle-ci puisse être utile à d'autres. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi